Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec tout le pack. Donc on a un certain Charlie Bayer qui a plus de dread que Mathieu Bastereau qui vient de se faire un petit coiffeur lui. Donc toi tu as plus de dread que Monsieur Bastereau. Ouais, je penserais peut-être à passer à une coupe d'été, mais là en hiver je suis bien avec ma grosse tonte. Et ça te va bien aussi, et ça te va bien. La deuxième voix que vous allez entendre, c'est notre grand Théo, notre Racingman de 2 mètres. Mais en fait, Théo, je suis désolé de te dire ça, mais t'es plus petit qu'un certain Bastien Charleroi, qui mesure 2 mètres 2. Ouais, 2,02, c'est une belle taille et ça lui permettrait sans doute de ne pas avoir cette question systématique quand on me demande, ce qui arrive souvent, combien je mesure. Je dis que je mesure 2 mètres et les gens me disent « Mais 2 mètres pile ?» Oui, 2 mètres pile. Ça m'arrive quelques dizaines de fois par an. Et je suis aussi plus petit que Teddy Riner, qui, vous l'avez vu, a gagné le tournoi de Paris tout à l'heure. Teddy qui fait 2,04. Hein, mais ah ouais. C'est lui aussi un athlète extraordinaire. 7e victoire pour Teddy Riner au tournoi de Paris et la 6e datait de 2013. Donc ça en dit long sur le chemin qu'il a parcouru pour revenir au sommet sur la route des Jeux Olympiques à Paris. Tout ça nous annonce encore de très belles choses de sport et beaucoup d'émotions, je l'espère. Ouais, bah, j'aimerais bien l'avoir quand même dans un pack, hein, dans un scrum, ça peut être assez marrant. Et lui, s'il avait joué au rugby, ça aurait été un monstre. Tu imagines le truc? Ça aurait été extraordinaire. Il y a juste des gens qui volent dans tous les coins. Oui, là, des jambes dans l'air. Obélix dans les Romains, quoi. Bah les gars, on est là pour parler de ce 6 Nations. On a eu un sacré première semaine de Six Nations Rugby, ça c'est certain. On va en parler de tous les matchs. Mais hey, je voulais juste faire un petit crochet pour dire c'est notre 92e match. C'est un truc de dingue. Ça fait quand même presque bientôt 4 ans qu'on fait ce pod. Et comme tu avais dit, mon cher Théo, notre objectif, c'est d'être le premier podcast indépendant parce que quand même, on est indépendant. C'est juste nous avec nos petits microphones, mais avec nos expériences et notre amitié qui fait ce podcast. Ouais, premier podcast indépendant de la Coupe du Monde 2023, ça reste notre objectif. L'avantage, c'est comme on peut pas vraiment le mesurer, on pourra toujours proclamer qu'on a réussi. C'est ça. Mais en fait, quand même, mon cher Charlie, il y a des moyens pour nos chers écouteurs de nous soutenir. Oui, il y a plein de moyens d'être au soutien du pack comme un Dupont, toujours lancé pour nous soutenir. Il y a évidemment tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez liker, commenter, partager, surtout. Et comme on avait annoncé la semaine dernière, il y a aussi un autre moyen, c'est de nous envoyer vos impressions de match. On fait participer les écouteurs à partir de cette année. C'est que vous pouvez nous envoyer en 1 minute, comme ça, un petit audio sur vos réactions à chaud sur les matchs qu'on vient de voir. Donc voilà, est-ce que vous êtes excité, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous êtes content, pas content, qu'est-ce qui vous a choqué, est-ce que voilà, laissez-nous en 1 minute, on veut des réactions à chaud, on veut un peu de vivant et ça nous ferait plaisir de partager avec vous les émotions ressenties après un match, en refaisant le match ensemble. Là, on enregistre au chaud quand même parce que c'est dimanche soir, juste après le match. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps de réflexion. Mais là, on va être vraiment au chaud par rapport au match qu'on vient de vivre France-Italie. Mais ça, c'est pour démarrer. En fait, tiens, j'avais des questions, mon cher Théo, toi qui es éducateur. Est-ce que tu suis un peu les U20 ? Ah oui, j'essaye toujours d'avoir un œil. Alors, les matchs sont pas télévisés, sauf un peu exception. Il faut les trouver, disons. Mais j'ai vu, on va parler après des matchs des grands, hein, mais que finalement, les Anglais ont fait mieux en jeunes qu'en adultes, puisque les jeunes Anglais ont battu les Écossais 41-36. C'est quand même un match très disputé, visiblement, avec beaucoup d'essais qui devaient être spectaculaires. Les Irlandais ont fait un peu subir leur loi chez les jeunes comme chez les grands, puisqu'ils ont gagné 44-27. Et les Français ont fait un peu comme les grands aussi, parce qu'ils ont gagné de justesse. Eux, d'un seul point, ils ont gagné 28-27. Donc voilà, la semaine prochaine, ils font comme les grands là aussi, mais on suivra ce tournoi, t'as raison, c'est toujours sympa. En tout cas, de voir que les Italiens perdent d'un petit point contre les Français, ça veut dire aussi qu'en jeunes, ils ont peut-être là aussi un développement avec une belle petite génération qui n'a pas peur d'affronter des équipes prétendues plus fortes et qui n'est pas passé loin de la victoire en tout cas. Et on peut dire aussi notre génération qu'on a aujourd'hui, c'est aussi grâce à des victoires qu'on a eues en U20 avec un sacré noyau d'équipes qui se montent en même temps. Absolument. Allez, on va passer tout de suite à les matchs de ce week-end. Pack de potes, terrain 10.
Premier match de samedi, alors c'est à Cardiff, il y a une équipe de Pays de Galles, on peut dire, ils sont expérimentés, on peut dire aussi, ils sont pas très jeunes maintenant. Il y a Owens, Halloween Jones, North, Biggar, je pense qu'ils ont plus de 400 caps eux quatre facilement. Il y a toujours le Beard sans barbe, c'est un peu dommage. Et Garland, le coach qui est de retour, je pense que la dernière fois c'était un demi-finale aux Coupes du Monde, où ils étaient aux 3 points de finale contre les Sudaf, donc il a beaucoup d'expérience. Donc le match démarre avec Lowe. On va beaucoup parler de lui dans ce match, je trouve, avec un joli coup de pied. Il mit les pressions sur les rouges direct. Et c'est Hugo Lloris avec l'essai. C'est Caelan Doris plutôt. 7-0 à 3 minutes pour les Irish. 4 minutes plus tard, les Irish TikTok sur les 5 mètres. Deuxième ligne pousse le pauvre numéro 12 en face et c'est 14-0 à 9 minutes. Petit effrayeur pour les Verts avec un ballon perdu, 3-14, et les Irish aiment pas ça, réaction immédiate avec les avants qui ont la rage, 3-17 toujours pour les Irlandais. Les arrières rouges commencent à bien bouger, mais Lowe devient un pickpocket et marque sur un contre énorme, 3-24. Les rouges reviennent à l'attaque, mais encore Lowe avec un super défense, ils grattent le ballon sur leurs 5 mètres. Juste avant le mi-temps, les rouges essaient de faire plaisir à leur public et c'est Owens qui plonge dans le but, mais il n'arrive pas à aplatir. 3-27 pour le mi-temps, toujours pour les Irish. Biggar est séché par Ringrose, mais les rouges arrivent à marquer un essai, c'est par Williams. Le Williams, il est bien chaud, mais trop d'erreurs le côté rouge. Au moins, ça monte en puissance et en énergie, donc c'est assez agréable à regarder, mais carton jaune pour Williams et les Irish essaient de faire l'essai de bonus et ça marche. 34-10. Le deuxième mi-temps, au moins, c'est beaucoup plus intéressant. Le match finit avec un coup de pied transversal. Non, ça ne marche pas pour l'Irlande. C'est le seul truc qui n'a pas marché pour cette équipe hyper fort. Et comme il a dit le texto de Théo, après le match, Ireland is scary. Oui, en effet, très très scary ces Irish, mais aussi c'est un peu la tristesse de cette équipe de Pays de Galles qui arrive. On en parle depuis un petit moment, un peu à bout de souffle. Et à part Biggar, enfin heureusement qu'il est là pour eux, je trouve, pour dynamiser leur jeu. Mais c'est vrai que c'est un peu une équipe en pleine bourre face à une équipe en demi-teinte, quoi. Donc oui, ces Irlandais sont très flippants, surtout après le match qu'on a fait. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Laissons un peu de suspense. Mais ouais, devant ils font un combat de feu. Ils sont très organisés autour de Sexton. C'est beau à voir, mais flippant à appréhender pour la semaine prochaine. Ouais, moi ce que j'ai trouvé surtout, c'est que on a senti d'un côté une équipe irlandaise en maîtrise totale, hein. Tu le dis, il y a 14-0 à la 9e. Quand tu joues et que tu prends 2 essais, que tu es mené 14-0 après 10 minutes de jeu, bon, grosso modo, tu comprends comment va se finir l'après-midi. Donc au niveau international, sur des équipes réputées de niveau comparable, je trouve qu'on a eu l'impression d'un match un peu d'entraînement pour les Irlandais. On avait déjà vu ça parfois avec cette équipe qui, quand elle maîtrise son sujet, est totalement impitoyable. Ils ont pris le large. Ensuite, ils ont temporisé. Puis en fin de match, ils ont remis un petit coup d'accélérateur pour rentrer tranquille, les mains au haut du guidon à la maison. C'est vraiment le sentiment que ça a donné sur ce match-là. Donc je trouve ça admirable pour l'équipe, hein. Alors on a déjà parlé 36 fois de ce classement, numéro 1 au classement mondial. C'est pas par hasard, c'est pas usurpé, parce qu'ils sont très impressionnants et je trouve qu'ils n'ont vraiment pas montré de points faibles sur ce match. Quant aux Gallois, eux, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est vrai que quand on voit Warren Gatland qui avait entraîné les Gallois, puis entraîné les Irlandais, puis qui maintenant entraîne les Gallois, on a envie de lui dire, bon, faudrait peut-être que t'aies d'autres idées là, parce que on dirait un mauvais film là pour les Gallois. C'est un peu dur pour eux, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, il y avait personne qui était, on va dire, super performant. Il y avait peut-être le Owens, le talonneur, George North qui était quand même assez solide, mais quand même, il est assez solide. Il y avait le nouveau 11, Rio Dyer, mais en fait, ça m'a fait penser où est notre préféré, là, le Rhys Zammit, qui va super vite avec ses petits joues tout rouges comme un jeune homme. Mais franchement, sur l'équipe rouge, j'avais pas vu grand-chose. Ouais, Rhys Zammit, j'ai pas regardé, mais il doit être blessé, je suppose, parce que c'était quand même un world class player qui avait sa place dans cette équipe de toute façon. Donc je pense que s'il était là, il serait sur le pré. Mais je pense pas que ça changerait grand chose. Aujourd'hui, ils ont quand même un problème de renouvellement en deuxième ligne, en troisième ligne et au centre du terrain. On a l'impression que c'est les mêmes depuis 10 ans.
Ouais, mais en fait, je suis allé regarder et ce match contre l'Afrique du Sud dans le demi-finale dans la Coupe du Monde, ils avaient, il me semble, 8 ou 9 joueurs. Mais en fait, nous aussi, on avait 8 ou 9 joueurs de ceux de la dernière Coupe du Monde. Sauf que leurs joueurs aujourd'hui, ils ont 36, 37 ans. Les nôtres, ils ont le plus vieux, c'est quoi, 30 ans, 31 ans, je pense, Antonio. Ouais, il a besoin d'un peu de sang neuf, on va dire, côté rouge. Côté vert, en fait, c'est difficile parce que tu peux nommer tout le monde. Il y avait quand même tous les avants, je trouvais assez incroyables. Surtout Ed Sheeran, non, pardon, c'est Dan Sheehan, le talonneur. Keenan, le 15, il était l'homme de match. Mais pour moi, franchement, le mec avec le man bun, le coupe de cheveux, j'imagine ça te plaît, Charlie. Lowe, franchement, il a fait un sacré match. C'est un Néo-Zélandais. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça explique peut-être cela, qu'il soit néo-zélandais. Mais pour en revenir à la description que tu avais du match, j'avoue que le 14-0 sec d'entrée comme ça, depuis mon salon, je les ai entendus soupirer, les Gallois. Je te jure, j'ai entendu. C'est très dur. Quand tu regardes le tableau comme ça, tu sais que ça va être long. Et après, les Gallois, historiquement, nous ont habitués à des très belles remontées aussi. Hein, donc, ils ont un peu ce truc qu'ont aussi les Écossais de jusqu'en fin de match rester dangereux et pouvoir faire des remontadas de fou. Bon, là, vu comment les 14-0 ont été martelés, on n'y croyait pas trop. Hein. Ouais, c'était des dragons sans dents, c'était croque-mou, on va dire. C'est des dragons qui crachent de la farine. Allez, si on passe à la prochaine match, c'est juste après. J'ai eu le plaisir, et comme vous, de regarder ce fabuleux England-Scotland. Oh oui, il nous a plu celui-là. On est à Twickenham. Il faut absolument un jour qu'on y va tous les trois à Edinburgh pour entendre Flower of Scotland. C'est trop beau quand même. Et maintenant, n'oublie pas, c'est God Save the King pour England. Pour Angleterre, il y a du lourd devant avec les 4 premiers. Il y a Genge, George, Sinclair et Itoje. Les autres, on connaît un peu moins. Il y a un Curry, mais c'est pas Tom, c'est Ben. Pour les arrières, quand même, il y a le jeune Marcus Smith, il y a Owen Farrell et le grand 15 Stewart. Chez les Écossais, il y a 2 Sudaf maintenant, chez les Chardons, avec Van der Mel et un certain Stein. Mais il y a aussi le capitaine Ritchie, Finn Russell, bien sûr, et Stuart Hogg, qui a l'air bien bronzé. Par contre, le gars qu'on aime le plus avec son super mulet, Watson, il n'est plus là et apparemment, il n'est pas très en forme en ce moment. Et il y a Chris Harris qui est sur le banc. Chris Harris, qui est quand même un sacré défenseur, donc j'étais un peu étonné. Bon, d'ailleurs, l'Écosse, ils ont gagné les 2 derniers matchs. Donc, ce match est très important pour l'Angleterre avec leur nouveau coach. Le match démarre exactement comme l'autre, avec des coups de pied stratégiques qui ont mis les Bleus en difficulté dans les 5 matchs. Sauf la différence, c'est que l'Écosse, ils ont pu échapper. Ils essaient de mettre un peu de pression, mais Stewart a les épaules larges. Pas d'événement marquant dans les premières minutes, jusqu'à Hugh Jones, qui a remplacé Chris Harris, fait un percé et 1 minute plus tard, il aplatit un coup de pied pour le premier essai, 7-0 pour les Écossais. Beaucoup de jeux de pied dans ce match. Il me semble que les Anglais jouent un peu mieux au pied, comme par exemple le 14 Max Pellin. Et voilà, les Anglais sont les 5 mètres des Chardons, et c'est Marcus Smith qui débloque l'attaque anglaise, coup de pied transversal, et Max Pellin l'aplatit 5-7, toujours pour l'Écosse. Match agréable pour l'instant, assez ouvert, et c'est Van der Mel qui va prouver avec un excès de dingo, comme il dit mon Charlie. Il zigzague 60 mètres, il bat 6 défenseurs pour ce que je pense ça va être le meilleur essai du tournoi. 5-12 par quart poteau pour Finn Russell. Mais les Anglais, ils se réveillent juste avant la mi-temps, joli essai collectif, et c'est encore Max Pellin le 14 qui marque. Farrell a raté le coup de pied encore. Quand même, les Anglais réussissent à ajouter 3 points juste avant le mi-temps. Dommage pour les Écossais qu'ils ont bien mené le match jusqu'à là. C'est 13 pour les Anglais, 12 pour les Écossais à la mi-temps. D'ailleurs, il y a Yannick Nyonga, un racingman comme toi, mon cher Théo, qui était au micro pour sa première fois. Absolument. Deuxième mi-temps démarre, England avec leur Swing Low Sweet Chariot, ça commence plutôt bien, quelques erreurs par les Bleus, et c'est le Baby Rhino, Genge, le pilier anglais qui marque un essai, il a marqué, en gros il a ressemblé à un Baby Rhino quoi. 20-12 pour Angleterre à 49 minutes, le match me semble échappé pour les Écossais, mais pas pour longtemps, le 9 Écossais Ben White fait un Antoine Dupont avec un bel essai de 9, 20-19, toujours l'Angleterre en tête. Beaucoup de jeux de pied, Stewart avec son grand pied, Smith assez dangereux, ballon en main. Il était pas loin de marquer à 58 minutes.
Keep calm and stay old school. On voit entrer des Anglais expérimentés. Bonjour Ben Youngs, le 9, Dan Cole et Vanipula. Ils ont gagné tout de suite un mêlée après. Bonjour aussi le mec avec le meilleur nom de ce 6 Nations, c'est Blair Kinghorn pour l'Écosse. Il y a beaucoup d'opportunités pour les Chardons avec des petits coups de pied de Finn Russell. Il ajoute 3 points de plus, 23-22 à 72 minutes, toujours l'Angleterre en tête. L'Écosse attaque côté droite avec Stein et 5 passes. Plus tard, le ballon traverse le terrain et ça finit dans les mains de Van der Merwe qui marque un autre essai, 23-29 pour l'Écosse. Les Anglais vont tout essayer, mais c'est le capitaine bleu Richie qui va gagner un contest pour finir le match et gagner le Calcutta Cup. Quel super match! Quel match, mais quel match. Franchement, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus des dernières années. Moi, j'ai été pris au trip par ce match parce qu'il y avait un suspense extraordinaire avec ces allers-retours, le fait que les Écossais commençaient par prendre le score, que les Anglais soient revenus, que les Anglais aient pris le large, et puis qu'ensuite les Écossais soient revenus juste après et passent devant à la fin. Déjà, ça a donné, je trouve... Voilà, une dramatique absolument géniale. C'est quand même la 3e victoire d'affilée des Écossais sur les Anglais dans le tournoi. Je pense que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et du coup, la 2e victoire à Twickenham consécutive. Alors que pendant 15 ou 18 ans avant, je pense qu'ils n'avaient pas gagné à Twickenham, les Écossais. Donc, ça dit beaucoup de choses quand même sur cette génération, menée par Finn Russell, Hamish Watson, même s'il était absent. Et comme tu le dis, enfin les deux ailiers, parce que Lodstein, qui est aussi un Sud-Africain, donc c'est un peu contestable aussi, tous ces joueurs entre guillemets étrangers dans les équipes, ça casse un peu les trucs. Malgré tout, ce sont les gars qui portent le maillot de l'Écosse et ils ont 2 ailiers, mais ce sont des machines les mecs. Donc t'as parlé de cet essai absolument fantastique de Van der Merwe. Enfin, le mec, s'il fait une saison comme ça, il va être meilleur joueur du monde. Et il y a de quoi, ça fait un moment qu'il nous épate. Il est exceptionnel. Et ce que j'ai adoré sur cet essai incroyable, c'est qu'il fait une course de 60 mètres pour aller marquer. Alors, c'est un peu un exploit personnel, mais en dépit de son gabarit, parce que c'est un mec qui fait plus de 100 kilos et 1m95, il vise les intervalles à chaque fois. Il va pas du tout péter sur les mecs. Il travaille les mecs avec les appuis. Il arrive à les prendre sur les côtés à chaque fois. Et il fait une action extraordinaire. Et à contrario, la défense des Anglais sur ce coup-là est quand même lamentable. Il passe 5 ou 6 défenseurs en revue. Le dernier, c'est le numéro 8 qui arrive en travers. Il vient le prendre aux épaules alors qu'il est à 10 mètres de la ligne. Il le prend aux jambes, il tombe. C'est niveau école de rugby. Donc, moi, ce qui m'a frappé avec les Anglais à travers de ce match, c'est qu'on a l'impression qu'ils étaient habités par du doute, même s'ils ont du talent. Je trouve que Marcus Smith, notamment, ça va être un grand joueur. Moi, je trouve j'ai beaucoup de plaisir à le voir jouer. Et je le trouve extra. Et je trouve qu'ils ont failli là où ils sont d'habitude très bons, c'est notamment en 3e ligne. T'as parlé de Ben Curry, qui est, alors, c'est pour la petite anecdote, c'est le frère jumeau de Tom Curry. C'est quand même assez rare. Autant des frères qui jouent dans la même équipe, on en parle de temps en temps parce qu'on aime bien ça. Il y en a plein. Des frères jumeaux, c'est quand même assez marrant. Donc, Tom est pas là, Ben est là, mais je trouve que la 3e ligne est passée au travers. Ils ont raté, je crois, une vingtaine de plaquages sur les 130 qu'ils ont essayé. J'ai vu ça dans les statistiques. C'est beaucoup trop à haut niveau et ça ressemble pas aux Anglais. Ça prouve qu'ils ont un problème de confiance. Et à contrario, j'arrête de prendre toute la place. Cette équipe écossaise croit en elle, quoi. Et si j'étais pas français, je me dirais, mais cette équipe-là, elle doit gagner le tournoi. Ils ont été trop bons hier, quoi. Je les ai adorés. J'ai adoré ce match. Donc, si vous l'avez pas vu, regardez-le en replay, nos écouteurs. Vous allez vous régaler. Absolument, bon match régalade. Je partage ton avis. Bon, la pression était clairement sur le dos des Anglais, hein, parce que bien sûr, mauvaise passe. Je pense, comme tu dis, on a senti que les Écossais sont dans leur élan et les Anglais sont dans leur doute et le match a été comme ça. Le scénario formidable. Rien que pour citer. Pour moi, il y a aussi le fameux 2e essai écossais là que tu cites tout à l'heure, et tu parlais de la défense anglaise. Pour moi, c'est assez symptomatique comme tu dis, il y a des qualités, il y a des bons joueurs. Cette équipe est pas devenue, les composants de cette équipe sont pas devenus mauvais en 2 ans, hein. Mais il y a pas d'organisation. C'est clairement au niveau de l'organisation, au niveau du jeu que ça prêche. Leur changement de coach faisait que c'était un peu leur dawn of the new day. On pensait que ce serait une nouvelle ère qui commencerait, elle commence pas bien du tout.
pour eux. Et en effet, en face, l'élan de les Écossais, on a toujours ce truc en plus d'élésisme de un peu peut-être que c'est notre côté français qui fait ça, mais il y a un côté un peu gaulois, quoi, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Les mecs, ils veulent pas, ils ont leur rythme qui est clairement dont les paroles chient clairement au visage de l'Angleterre. Et voilà, le fait de les voir dans cet élan, battre cette équipe qu'on aime bien voir perdre, c'est quand même assez plaisant. Mais clairement, faut que quelque chose change à la tête de cette équipe d'Angleterre. Faut qu'ils aient une tête, en fait. Faut que cette équipe, qui a plein de corps formidables et de sportifs formidables, ait une tête pensante. Il faut laisser un peu de temps à Steve Borswick. Je te trouve un peu dur, Bien Charlie. sûr. Il vient d'arriver, il succède à un mandat long d'Eddie Jones, il veut marquer sa patte. Je trouve qu'il faut quand même lui laisser du temps. Pour moi, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Steve Borswick, c'est un mec qui a joué devant pendant une décennie en équipe d'Angleterre, donc c'est le mec qui a la culture du jeu d'avant anglais, qui écrase tout sur son passage et qui après voit ce qui reste pour savoir ce qu'on fait du ballon. Et pour l'instant, il n'a pas encore marqué de son empreinte ou de cette empreinte-là, en tout cas cette équipe. Et pour moi, les Anglais sans des très grands troisième lignes sont pas les Anglais. Ils ont, je trouve, pas été au rendez-vous là-dessus sur les certitudes du jeu d'avant et du jeu autour, du petit jeu, comme on dit, avec des attitudes de domination physique, d'impact, de duel gagné, etc. Non, là, c'était une équipe qui rivalisait, mais qui n'était pas maîtresse de son sujet. C'est absolument manifeste. Oui, je suis d'accord alors, je suis dur avec lui, certes, mais il y a aussi le fait qu'il ait besoin de temps pour mettre ses choses en place, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que quand il y a un renouveau comme ça, quand il y a un changement de coach, et quand il y a une espèce de déclencheur qui fait qu'il faut qu'on aille vers quelque chose, il y a un supplément de mental qui fait que ce match-là aurait pu être plus gagnable. Et comme tu dis, ce supplément mental, enfin, le fait de vouloir aller chercher quelque chose parce qu'il y a un nouveau départ et parce qu'il faut prouver, on l'a pas vu, comme tu dis, sur les points d'impact ou il y avait pas de supplément d'âme du côté anglais, supplément d'âme sur lequel ils auraient pu surfer avec cette nouveauté, quoi. Bon, moi, j'avais pensé que les Écossais étaient chez eux avec la puissance du Flower of Scotland. C'était tellement fort. Je disais, ah bah tiens, ils sont où? Et j'étais surpris de savoir c'était à Twickenham. Ouais, parce que j'avais l'impression que des Écossais, ils étaient là pour gagner. Et je sais pas, c'est des petites impressions quand tu regardes les gens chanter. Ça va dire rien, mais en même temps, ça va tout dire. Théo, tu me fais peur parce que si Van der Mel, il devient joueur de l'année, ça veut dire qu'il y aura deux mecs qui s'appellent Van der quelque chose, 2 années à la suite, parce que la dernière, c'est un Irlandais qui s'appelle Van der Fleer. Donc, ça serait pas très juste. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est des mecs qui s'appellent Dupont ou des choses comme ça. On aime bien aussi, évidemment. mais je trouve vraiment ce joueur, ça fait un moment qu'on le voit. Il a du panache, il est beau à voir jouer, il a tout, en fait. Et là, le fait qu'il fasse cette course chaloupée avec le gabarit qu'il a, en cherchant les intervalles et en marquant à la fin, moi vous me connaissez, j'aurais presque préféré qu'il arrive à faire la passe pour faire marquer et qu'il ait fait tout le boulot et qu'un autre brille, comme avait fait l'année dernière Ange Capozzo. Mais franchement, cette action, tu regardes ça, tu peux pas t'en lasser, quoi. C'est vraiment la classe. C'est la classe. Je prends note, tu avais dit chaloupé, donc je vais mettre ça dans mon petit dictionnaire pour les Américains qui ne comprennent pas le français. Allez, d'autres choses que j'ai notées, que c'est les deux Écossais étaient très bons aussi. Il m'est ultra présent. George Turner, il s'appelle. Moi, je trouvais qu'il était vraiment ultra présent. Marcus Smith, je trouve que pour lui, c'est plus facile de faire des trucs incroyables que des choses simples. En fait, juste de donner un petit pass, c'est un peu ça. Il a du mal, mais pour faire un truc magnifique, c'est beaucoup plus facile. Par contre, le deuxième ligne, parce qu'on aime bien parler de deuxième ligne, anglais, Chesham, il me semble qu'il s'appelle. Itoje, je trouvais présent, mais pas plus, en fait, au niveau, on va dire, standard. Mais Chesham, je trouvais plutôt pas mal pour un gars qu'on connaît pas. Oui, ils ont fait le job. Et puis la première ligne anglaise est quand même très solide. Moi, j'aime bien cette première ligne et ils ont fait leur job. Côté j'allais dire sud-africain. Les Écossais, lapsus révélateur, ils ont quand même donc ces deux ailiers qui sont des machines, Stein et Van der Merwe, il n'y a pas plus sud-af comme nom. Ils ont aussi Pierre Schoeman qui joue pilier gauche, qui fait un gros match. Qui est un Sud-Africain également d'origine, et ils ont enfin Tuipulotu qui est un Australien d'origine. Donc ça veut dire que sur le 15 titulaire, tu as quand même 4 joueurs de l'hémisphère sud.
C'est pas pour casser l'ambiance, hein. Les règles, on les connaît, et nous, on s'en plaint pas d'avoir William C. et Antonio dans notre équipe. Mais 4, je trouve que ça fait beaucoup. Et je me demande s'il faudrait pas, à un moment, qu'il y ait une limite. Mais je sais pas si on pourrait, mais est-ce qu'on pourrait faire un règlement où sur la feuille de match, il pourrait y avoir pas plus de tant de mecs qui sont pas Oh, ça serait moins du drôle quand pays. même. Non, ce serait compliqué. Ouais, Ouais, ça serait moins drôle. Ok, j'enlève mon truc alors. C'est Ouais, ça juste serait- un truc de réac. Ouais, je te rejoins juste dans l'idée que ça serait mieux d'avoir un peu plus des noms comme Connor McLeod, tu vois, il nous manque un peu des mecs comme ça. Ah, ils ont quand même des beaux noms, hein. Il y en a quand même plusieurs. Et puis, moi, j'ai adoré notre petit Finn Russell, qui a franchement tout sauf un gabarit de joueur de rugby. Quand tu vois les mecs par qui il est entouré, c'est absolument incroyable. On dirait une souris égarée au milieu des éléphants là-dedans. Et je trouve que c'est quand même un mec qui tient la baraque, quoi. Ah ouais, mais Quel numéro 10, et quel joueur de talent aussi. Dans l'esprit, il est vraiment rugby. Je suis pas sûr si vous avez vu sur les réseaux, mais il y avait un moment, Owen Farrell, il a super plaqué, il a perdu le ballon et tout. Et juste après, donc il se relève et tout. Et en fait, Owen Farrell, il a loupé. C'était un des 6 qui l'a battu, Van der Mel pour son super essai. Et donc, Finn Russell qui vient, qui le pousse dans le dos et qui le rigole, qui le chambre aussi, qui chambre Farrell, dit regarde, t'es nul. Tu vois, en plein de matchs, mais au plus haut niveau, c'est juste génial, quoi. Allez, on y va pour notre match à nous, France-Italie. On est à Rome, ensoleillé, avec un petit Marseillaise bien sympa, mais l'anthème d'Italie avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Le capitaine Lamaro avec une larme à l'œil. Le match démarre, les Italiens avancent et Ramos fait un petit contre et presque un essai assuré, mais Penaud fait un en avant. Pas grave, quand on chope le ballon et on avance dans leur 22. Et en avant encore. Question, est-ce qu'on va réussir à marquer? Réponse immédiate de Thibaut Flamand. Oui, un grand oui. Il contre le coup de pied de Varney et marque un essai en solo. Bravo, jeune homme. 7-0 pour nous. Ils ont faim, les Français, et ça fait plaisir de voir. Moins plaisir de voir tous les fautes, par contre, et on donne 3 points aux Italiens. Pas grave, car Olivon est là pour faire des énormes plaquages et petite injustice qui lui coûte un essai. On en voit du jeu, mais les Italiens sont toujours là pour gratter un ballon. 18 minutes, notre mêlée est en forme grâce à des gros barbus comme Uni Antonio. C'est les arrières qui marquent le prochain essai. Coup de pied de Ntamak qui vise un petit Capuzzo et Ramos récupère pour un essai facile. Les Azuris nous montrent que eux aussi, ils ont une attaque intéressante, 12-6 après un autre pénalité. On est quand même déchaîné en attaque. Le casque noir et jaune de Greg Aldrit est partout. Ntamak fait la même chose que la dernière fois, mais cette fois-ci à gauche. Coup de pied pour le jeune Dumortier qui marque son premier essai. 19-6 pour nous. Mais devine quoi? Encore des pénalités contre nous, 3 fois même. Et Capuzzo, il marque dans le coin contre Aldrit, 19-11. Beaucoup de ballons en main pour les deux côtés. C'est assez beau à voir ce match. Mais encore des fautes contre nous, certains que j'ai pas trop compris. Les Italiens, ils ont le ballon dans notre 22, 2 minutes avant le mi-temps. Et ont mis des barbelés, mais encore une autre faute. Peut-être, Théo, tu vas nous expliquer ce qui siffle l'arbitre contre William C. Parce qu'il me semble qu'il a fait la même chose contre Antonio avant 19-14 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, on tente quelques percées, mais la défense italienne a pris un peu plus de confiance et je dirais que nous, on en a perdu un peu. On prend des 3 points qui sont quand même offerts, 22-14. Les Italiens sont bien remontés et ils ont envie de tester la densité de notre défense. Encore un faute, plaquage haut contre Olivon et ils sont encore dans notre 5 mètres. Olivon, avec un autre faute, il va prendre un carton jaune et nous, on prend un essai de pénalité. Ouh là là, 22-21, toujours pour nous. Il nous faut un peu de magie là et entrer Damien Penaud qui a presque marqué à lui toute seule, mais non. William C. il sort avec 12 plaquages. Ramos il a une opportunité, mais il rate une pénalité. On est vraiment dans un temps faible. 24 pour eux, 22 pour nous à 60 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Penaud, heureusement, nous sauve un essai. Les Italiens n'ont pas de tout peur de nous. Bye bye Ntamak, bonjour Jalibert. On a 15 minutes pour gagner ce match. Est-ce que j'ai parlé de Jalibert? Ah bah oui, car il a marqué un essai. 29-24 pour nous.
Est-ce qu'on va continuer à marquer des essais ou faire des pénalités? On a déjà 16. Les dernières minutes sont très stressantes. Macalou nous gratte un ballon, mais on perd le touche. Il nous reste 2 minutes encore. Encore des pénalités contre nous. Capozzo nous dit il est chez lui. Dernière pénale touche et c'est sifflé. On a gagné, pas avec un petit oui, mais plutôt un grand ouf. Ouais, alors, juste avant de parler du match, j'ai beaucoup aimé ton injustesse en parlant de Olivon. C'est très joli. Tu nous inventes des mots tendres, en fait. Bon, par rapport au match, l'indiscipline, quoi. L'indiscipline. Je crois qu'il y a eu 18 pénalités à la fin contre l'équipe de France. Contre une équipe qui est remontée à bloc, qui joue crânement ses chances et qui relance depuis son embut quand même. Ils ont vraiment ils pas arrêté. Ouais. Ils ont pas arrêté de relancer. Ils avaient faim. Quand on fait autant d'erreurs, certes parfois sévèrement sifflé, je trouve, mais quand on fait autant d'erreurs, en plus on se permet à jouer à 14 pendant 10 minutes. C'est dur et clairement on a tous serré les fesses et je crois qu'il y avait pas que nous parce que dans le staff ils ont fait un peu d'olive aussi hein. Mais clairement à un niveau international autant d'indiscipline c'est pas possible. Oui, je crois que la moyenne du nombre de pénalités qu'ils ont eu sur le dernier tournoi de destination, c'était 8 ou 9. Ouais. Là, ils en prennent 18. Donc, rien qu'avec ça, tu expliques quasiment la physionomie du match. Parce qu'à haut niveau, quand t'es pénalisé tout le temps, tu recules. Et à haut niveau, les mecs qui sont bons en face, même si c'est les Italiens, donc tu souffres. Voilà. Ça suffit à notre bonheur. On sait très bien que ces matchs France-Italie du tournoi, ce qu'il faut, c'est juste pas les perdre. On sait que c'est jamais des révélateurs absolus de niveau. Même si je sais que Thierry, ça l'énerve qu'on dise ça. Mais Dandiline de la tête là. Dodeline. Mais c'est vrai que nous, on aime se la coller avec les Britanniques, aller dans les stades qui nous ont fait rêver quand on était petits et compagnie, et que c'est vrai qu'aller à Rome, c'est toujours un peu le mode balade, et on sait très bien que ça fait pas mal d'années qu'on a en plus les matchs contre les Italiens au début du tournoi, et à chaque fois, on fait des matchs à la con. À chaque fois, c'est absolument incroyable. C'est les plus mauvais matchs. C'est l'équipe contre laquelle on joue le plus mal, les Italiens. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, ça a été encore très net. Je sais pas. Damien Penaud, il était venu avec ses jambes, mais il avait oublié ses mains au vestiaire. C'est n'importe quoi. Le premier en avant qu'il fait, Ramos remonte le ballon. S'il attrape le ballon, il y a essai. C'est un truc de dingue. Après, il y a essai derrière de Ramos, mais sur le jeu aérien, il a pas de bol. Il a quand même fait un match un peu en demi-teinte, alors qu'il avait les cannes. Donc, tant mieux qu'on rate ces matchs-là contre des, entre guillemets, plus petites équipes et qu'on gagne quand même le match, parce que dans l'absolu, on aurait pu le perdre. On est resté à portée de fusil jusqu'à la fin du match. Ils ont eu une espèce de pénal touche à la fin, on a bien défendu. Moi, ce que j'aime dans ce match, parce qu'il y a beaucoup à jeter, je trouve qu'Olivon est un peu passé à côté, il a fait beaucoup trop de fautes. La faute où il se fait sortir, elle est quand même assez grossière. Et par contre, ce que je trouve, c'est que le coaching a très bien fonctionné. Jalibert, il rentre, il marque. Macalou, il rentre, il fait le grattage qui va bien. Donc ça, c'est absolument top. Au centre du terrain, j'ai bien aimé Ficou. Je trouve qu'on n'a pas trop vu Moefana, qui était un petit peu transparent. Donc, j'ai une petite inquiétude quand même avec l'absence d'un Danti ou d'un Vakatawa. On en a déjà parlé. Je pense que Moefana, qui est un joueur d'avenir et de talent, il n'a pas encore l'impact de ces joueurs-là. Ça se voit un peu. Ficou, il est à son niveau. Lui, c'est un peu juste. J'ai bien aimé Dumortier, qui fait, je trouve, pour sa première sélection, bon boulot. C'est un Lyonnais, ça va plaire à Thierry. Moi, j'avais une question par rapport à ça, mais qu'est-ce qui nous a manqué ce match-là? Et comme tu dis, ma première action, c'est un tout petit peu au centre. Charlie, pour toi, qu'est-ce qui nous a manqué alors? Non, mais c'est exactement pour moi, je n'ai pas vu de joueur qui est passé à côté de son match. Et je comprenais pas trop
comme tu dis, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui nous manque en fait? Peut-être l'envie, en effet, peut-être il nous manque de la discipline tout simplement. Mais pourquoi à ce match-là on en a loupé alors que c'est quelque chose qu'on avait plutôt réglé dans le passé? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé à côté de cette partie-là du jeu en tout cas? Je sais pas. Honnêtement, il y a pas de joueur sur lesquels je peux critiquer, pardon, ou de zone de jeu qui m'a semblé faible, parce que c'est vraiment pas le cas. J'ai trouvé que tout le monde a tenu son rang. J'arrivais pas à voir où était le problème, en fait. En regardant le score, je me disais, mais enfin, c'était dur à cibler. Je pense que, en effet, le coaching nous a un peu rassurés. Macalou a fait une belle rentrée, ça m'a fait plaisir, évidemment. Mais non, je ne situe pas quelque chose qui pour moi a péché à part la discipline. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai trouvé normalement les troisième lignes, on est super fort. Et cette fois-ci, j'ai pas l'impression que j'ai entendu leur nom, en fait. Aldrit, il va toujours vers l'avant, mais Jelonch et Olivon, je sais pas, mais c'est dingue. J'étais un peu surpris. Mais bon, j'avais dit la dernière épisode, les gars. J'avais le nez creux, comme dit mon copain Miguel Fernandez. C'est une bonne expression française, ça. Mais j'avais dit que vous étiez trop zen. Vous étiez là, ouais, on va gagner. Italie. Et moi, j'avais dit, j'avais peur de cette équipe, et j'avais rigolé, j'ai dit, c'est Ferrari, mais quand même, j'avais dit, attention, ils vont vite, et ils sont bons, et ils vont vite, et ils sont bons. Oui, c'est une bonne équipe, ça devient une bonne équipe, en tout cas avec cette génération-là. Et en plus, c'était sans leur numéro 10, Garbassi aussi. Absolument, je pense qu'ils en étaient un peu, excuse-moi Charlie, ils ont été un peu orphelins de Garbisi quand même, parce que sur le jeu au pied, notamment de déplacement, ils ont été quand même assez mauvais, ils ont beaucoup joué à la main, c'était sans doute un choix stratégique, mais quand tu vois l'essai de Dumortier avec le coup de pied chirurgical d'Ntamak, c'est vraiment un modèle du genre, et on sait maintenant qu'à haut niveau, les défenses sont tellement fortes au centre du terrain que le petit coup de pied par derrière ou ces grandes transversales dans les coins pour aller tester les ailiers, c'est des armes quand même très importantes du rugby moderne. Et après, tu as Brex, le 13 italien, qui tente le même truc, mais le ballon, il sort en touche, si tu veux, de l'autre côté de l'embut. Et tu vois que la précision technique d'un joueur comme Garbisi leur a manqué là. Je pense il leur aurait fait du bien, et peut-être que ça aurait été le petit plus qui aurait fait basculer le match du mauvais côté pour les Français. C'est surtout pour nous, c'est les 10 qui ont gagné notre match. Les 2 coups de pied de Ntamak et l'essai de Jalibert. Heureusement, ils sont là, nos 10. Absolument. Et c'est sympa de voir rentrer Jalibert juste pour un quart d'heure, mais faire son match, mettre son essai, ça veut vraiment dire qu'on a un numéro 10 en 2 bons hommes, en fait. Et un jour, l'un sera titulaire, la fois d'après, ce sera l'autre, et ils sont tous les deux aussi bons, quoi. C'est extraordinaire pour les France. Est-ce que Ticket, on pourrait dire que tu as fait une Théo, du coup, en nous prédisant un match depuis la semaine dernière? Mais ça fait des années en fait que j'ai dit que l'Italie ils sont pas mauvais. Hein. Ça fait des années. Mais j'aime bien. Mais arrête, ça c'est parce que t'es positif. Tu refuses de dire du mal. C'est juste que de toutes les équipes, tu dis non, il y a du bon dedans. Et là, comme par hasard, ça. Si on a des Gallois qui sont un peu croque-mou, les Italiens, c'est quoi l'épice quand tu manges le truc un peu épicé? C'est ça, Arrabbiata, non? C'est pas ça le nom? Arrabbiata. Voilà, c'est une équipe comme ça. Moi, j'aime bien. Non, mais en effet, cette équipe Italie jeune est pleine de renouveau. Elle nous avait déjà surprise à l'Autumn Cup avec leur victoire contre l'Australie. Là, le fait qu'ils nous bousculent, ça devient plus trop une surprise. En effet, Ticket avait fait une belle Théo, t'avais eu raison de nous dire qu'il faudrait peut-être s'en méfier un peu plus. Après, voilà, ça reste comme disait Théo, la petite balade à Rome, quoi. Le match. Là, ce qui est sûr, c'est que la semaine va être, je pense, très dure pour l'équipe de France, très tendue. Le staff va leur secouer les puces, mais sérieusement, parce que 18 fautes à haut niveau, c'est intolérable en fait. Et tu peux pas être champion du monde si tu fais des matchs à 18 fautes. Donc à 18 pénalités. Plus 3 en avant, parce que si Penaud attrape le ballon, il y a essai. Si Olivon joue pas de malchance en aplatissant pas son ballon à 1 centimètre près, il y a essai. Donc ils ont pas eu de bol. Tant mieux. On n'a pas eu de bol sur un match, encore une fois, qu'on a gagné quand même avec une faible importance. Mais si on veut avoir l'ambition de battre les Irlandais à Dublin la semaine prochaine, il va falloir montrer un tout autre visage. Et je pense que là-dessus, le staff, soit va leur dire, écoutez les gars, démerdez-vous, parce que si c'est pour nous faire ça comme bouillie de rugby,
montrez-nous de quoi vous êtes capable et démerdez-vous, et va jouer peut-être sur le fait qu'ils se prennent une fessée à Dublin et repartir de ça pour se dire comment on va être champion du monde en ayant raté un match contre l'Italie et pris une fessée à Dublin. Tu es frais, Thierry. Ou au contraire, ils vont leur dire, si on veut être champion du monde, on doit gagner à Dublin. Et pour moi, c'est... Non, mais pour moi, c'est un vrai choix stratégique du staff de comment... Alors, on sera pas cette semaine avec eux pour savoir comment ils vont les emmener à Dublin et avec quelle stratégie, on va dire, mentale. Mais je pense que ça doit être une belle prise de tête pour le staff, parce qu'on ne peut pas non plus toujours tout gagner dans le sport de haut niveau. Il faut aussi parfois choisir ses batailles. Et là, Thibaut Flamand, il est à 13 victoires sur 13 matchs, il a fait que gagner avec l'équipe de France. J'attendais que vous parliez de C'est Thibaut magnifique, Flamand. ça. Allez, Charlie, t'avais un truc quand même. Non, c'est que Théo nous disait qu'on sera pas là pour voir ce que décide le staff, mais Netflix sera là. Je sais pas si vous avez entendu, mais ce tournoi Destination est filmé par Netflix, par la même boîte qui avait fait leur truc sur la Formule 1 aussi, où en fait l'année prochaine sortira, on aura un vrai inside avec les entre-matchs. Enfin, ça va être super intéressant. De toutes les équipes? De toutes les équipes, absolument. Ah, génial. Ils ont acheté les droits de tout le tournoi, et c'est ça qui était bien dans cette Formula One qu'ils avaient fait, où en fait, je m'étais toujours demandé pourquoi ils n'avaient pas adapté ça au top 14, par exemple. Parce qu'en fait, non seulement tu vois les matchs, donc, mais après, t'as tout le pourquoi, le comment, les réactions des joueurs, sur quoi ils ont accès, quels étaient les discours, et du coup, ça va être super intéressant. Fantastique. Et comment ça se fait qu'ils nous aient pas appelés pour les aider, ces mecs-là? Ils sont complètement à la rue, ces mecs, sans blague. Je crois qu'ils ne suivent pas, c'est incroyable. La bonne nouvelle avec ça, ça veut dire que peut-être les Américains, ils vont finalement comprendre un peu les règles de rugby, au moins s'intéresser. Donc oui, mais chaque fois, les gars, on peut pas aller, on va perdre contre Irlande. Non, c'est pas ça. On en avait déjà aller en traînant les pattes non plus. C'est pas ça. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Et c'était que on avait parlé de cette dualité entre série de victoires qu'on n'était pas sûr. Soit on gagne tous nos matchs jusqu'à la finale en octobre, ou soit c'est que les Américains ne comprennent pas que le sport, la construction dans le sport passe par la défaite. Je ne souhaite pas de défaite à qui que ce soit d'ailleurs, mais il faut bien qu'il y ait un perdant à chaque fois. Je ne souhaite pas de défaite à cette équipe de France, mais on sait que le caractère se vérifie quand on sait ce qu'on fait d'une défaite. Combien de champions ont marché sur l'eau pendant très longtemps et à la première défaite se sont recroquevillés, ont pas su dépasser. Je pense, et on en parle de plus en plus en ce moment, que la défaite est très intéressante. Il faut savoir l'encaisser. Voilà, tu parlais de Teddy Riner tout à l'heure, quand il avait quand il a fini sa série de victoires, justement sa succession de victoires, il a eu un message très positif en disant voilà, faut bien que ça tombe. Plus la série est longue, plus la fin est proche, c'est fatal. Et il a comme tu l'as cité, enchaîné sur une 7e victoire. Et il a très bien su rebondir derrière. C'est parce qu'il faut un vrai mental pour savoir perdre. Et les défaites construisent un mental de sportif qui peut aller gagner une Coupe du Monde. Voilà. Il faudrait en parler à Tsitsipas. Peut-être, ouais. C'est très beau, ça, mon cher Charlie. Moi, on parlait de Thibaut Flamand. Pour moi, c'était quand même l'homme du match, en fait, mais parce qu'on est un peu quand même fan de deuxième ligne dans ce podcast. Mais on a gagné, ça c'est la bonne nouvelle. Italie, si on parlait de semaine prochaine, parce que semaine prochaine, ça va être un peu chaud quand même pour Italie, parce qu'ils vont être face à l'Angleterre. Donc ça risque d'être difficile chez eux, en Angleterre aussi. Donc c'est quoi le score, les gars? C'est quoi le score? Italie, la dernière fois, ils n'ont pas marqué, il me semble. Ouais, là, ça risque d'être très dur pour les Italiens parce que les Anglais vont se faire remonter les bretelles. Ils ont perdu de peu chez eux à Twickenham. Là, ils vont devant leur public. Ils ont pas le droit à l'erreur. Donc là, les Italiens, je pense, ont un destin tout tracé de victimes expiatoires du système. Moi, j'aimerais évidemment qu'ils fassent un résultat, surtout pour eux, et puis parce qu'ils ont bien réussi à gagner à Cardiff l'année dernière, pourquoi pas à Twickenham cette année, et peut-être que c'est le meilleur moment pour prendre les Anglais parce qu'ils sont en plein doute. Mais bon, je pense que ça va quand même être compliqué. Moi,
Moi, si la défaite est un apprentissage, je pense que l'Italie va apprendre beaucoup la semaine prochaine. Non, au contraire, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je mettrais un petit billet sur l'Italie. Voilà, parce que j'ai envie, parce que je pense que bien, Charlie, c'est bien. Faut aller chercher des grosses cotes, c'est impeccable. Oui, c'est ça. C'est top. Ça. C'est ça. En parlant de grosses cotes, j'étais étonné quand même. Je pensais que tout le monde en France dirait ouais, les Irlandais, les Irish sont favoris, mais en fait finalement ils sont favoris de gagner une destination au niveau de cotes et tout. J'étais assez surpris. Attends, j'ai pas compris. T'étais surpris que les Irish, oui, parce que j'ai pensé que c'était juste les Français qui disaient non, c'est pas nous les favoris, non, vous voulez pas cette position de favoris. Et quand même, c'est les Irish qui sont vraiment favoris. Oui, quand même. Bon, on parle alors du truc qui fâche. Irlande-France, chez eux, est-ce que la France, est-ce qu'on va marquer des essais ou est-ce qu'on va faire plus de pénalités que points? T'as une boule de cristal? Ouais. Non, moi, je pense que le théâtre est en place pour la fin de série de victoires. Mais je le pense évidemment sans le souhaiter, et une petite partie de moi se dit évidemment que comme les Irlandais sont un peu favoris, étant donné qu'ils sont numéro 1 mondial, ils viennent de foutre une raclée aux Gallois à Cardiff, les Français sortent d'un match mi-figue mi-raisin à Rome, normalement sur le papier ils vont être pas mal favoris des bookmakers, et on sait qu'au rugby ça c'est bon pour les grosses cotes. Donc soyons la grosse cote, mais clairement on n'est pas favori la semaine prochaine, me semble-t-il. J'adore ta mise en place. J'imagine l'équipe de France face à un truc très western, tu vois, ou féerique un peu, où ils arrivent face à un truc, on leur dit c'est ici que vous devez mourir. C'est ici que ça s'arrête. Et eux, ils y vont quand même. Putain, ça va être super beau. Bah oui, profitons des cotes alors. Profitons des cotes. On va miser sur la France. Mais moi, je pense que la France, ça fait longtemps que la France n'a pas joué avec une petite crotte au cul. Elle était elle était dans son allant, dans sa bonne humeur de victoire. Là, je pense qu'il y a de quoi flipper. Comme tu dis, c'est un très beau décor. Ils vont vers la mort certaine. Donc, il y a moyen de les voir un peu plus énervés et peut-être aller chercher une victoire en Irlande. Un peu plus concentré, peut-être. Voilà. Bon, l'année dernière, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Bon, l'année dernière, c'est nous qui avons gagné 30-24 grâce au pied de Jaminet, notamment qui avait fait un 6/6 au niveau de pénalité. Donc, le dernier match, c'est quand même Écosse-Pays de Galles. L'année dernière, en fait, c'est Pays de Galles qui ont gagné. L'Écosse qu'ils avaient battu les Anglais, mais après, ils n'arrivaient pas à battre Pays de Galles, donc ils sont allés perdre là-bas. Donc, mais cette fois-ci, c'est chez eux. Est-ce que ça change de données? Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'à Murrayfield, là, les Écossais vont être remontés à bloc. Et ils ont fait un match exceptionnel. Ils ont montré des choses. C'est une équipe. Ce qu'on a vu hier de l'équipe d'Écosse, c'est vraiment une équipe sans point faible, avec plein de convictions, plein de certitudes. Une équipe qui croit en son étoile, qui en plus saisit les opportunités. C'est tout ce qu'on n'a pas vu chez les Gallois. Donc, moi, je pense que je mets vraiment un billet sur l'Écosse avec une victoire assez large. Première à Murrayfield en plus pour ce tournoi 2023, donc je pense que les Écossais, tous les voyants sont au vert avec le match qu'ont fait les Gallois, et surtout avec c'est pas que les Gallois se sont trompés sur leur match, c'est qu'on voit pas trop ce qu'ils pourraient faire, où ils pourraient aller chercher des solutions. Donc moi je pense victoire large de l'Écosse aussi. Allez, une chose, c'est sûr que vous, nos chers écouteurs, vous pouvez revenir ici dans une semaine pour écouter nos petites voix et nos analyses et nos avis sur tous ces matchs. Ça m'a fait beaucoup plaisir, les garçons, de partager ce moment avec vous pour parler de Six Nations. J'adore ce truc. Je pense qu'au niveau de tous les sports, c'est le truc que j'adore. Ouais, les JO aussi, c'est super sympa, mais c'est tous les 4 ans. C'est un peu loin. Donc, franchement, de Six Nations, ça me fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est un tournoi qui a une saveur très particulière pour tous les amoureux de rugby, et puis pour notre plus grand bonheur, il revient tous les ans. Donc ça, c'est quand même le top. Et comme nous, on revient toutes les semaines pendant le tournoi. Donc on compte sur vous, nos chers écouteurs, pour nous suivre, pour nous répondre sur Instagram, dont Charlie est un grand spécialiste, et vraiment pour nous mettre des petits pouces et des petits likes autant que vous pouvez, pour que nos écouteurs soient toujours plus nombreux et qu'on atteigne bientôt cet objectif du premier podcast rugby
indépendant de la Coupe du Monde 2023. Mais oui, absolument spécialiste d'Instagram. Salut les followers, salut les follow. Venez cliquer, venez liker, venez partager, s'il vous plaît, notre contenu. Et venez nous proposer aussi le vôtre avec vos réactions d'après-match. J'étais content de vous retrouver, en effet, pour ce tournoi à destination qui a toujours une saveur très particulière. Et la saveur de la semaine prochaine va être très croquante, craquante, je pense même. À la semaine prochaine, les copains. Allez les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye bye. Salut.